Et le deuxième vœu sur l'allocation adulte handicapé. Louise Beltran, si vous pouvez lever la main. Hop, merci beaucoup. Vous avez la parole. Il faut allumer votre micro. Voilà, c'est bon. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, monsieur le maire et mesdames et messieurs les élus, chers grenobloises et grenoblois, le vœu que nous vous proposons aujourd'hui d'adopter vient en écho à la mobilisation des associations des personnes en situation de handicap depuis maintenant plusieurs années pour l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Menée par plusieurs collectifs tels que le Prix de l'amour, d'après l'expression qui désigne la perte de revenus qu'implique le fait de se mettre en couple pour les personnes en situation de handicap, ainsi que ACT UP, que nous pouvons également citer à titre d'exemple notamment ce jour du 17 mai, qui ont pu à elles deux recueillir plusieurs centaines de témoignages sur la question, sans oublier toutes les autres associations. Cette lutte est aujourd'hui portée dans l'enceinte du Parlement. Mesure de justice sociale, mais aussi d'émancipation, cette décision permettrait à toutes les personnes percevant l'AAH d'être libérées de la précarité et la dépendance dans laquelle peut actuellement les plonger le simple fait d'avoir une vie sentimentale. Le coût de cette mesure, connue, est sans commune mesure avec les efforts menés en faveur des entreprises et non pas des personnes concernées dans le cadre du plan de relance. Seuls 0,22% des 100 milliards de ce plan concernent le financement de mesures directes aux personnes liées au handicap et à l'accessibilité. Pour rappel, selon le gouvernement, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, 8 millions d'accompagnatrices et accompagnateurs, ainsi que les aidantes et aidants, soit 0,22% des 100 milliards pour aider 18% de la population. J'ajoute que nous nous joignons également aux autres collectivités territoriales qui avant nous se sont fait le relais de la parole des personnes concernées, à l'instar de la commune de Châtillon, la commune voisine de Saint-Martin-d'Hères, le département de l'Isère, ainsi que la région des Pays de la Loire, dans l'intérêt des personnes en situation de handicap, que l'on soit en situation de handicap temporaire ou permanente, résidente à Grenoble. Par ce vœu, nous demandons donc au gouvernement de soutenir la mesure d'individualisation de l'AAH et de proposer une date concrète pour le vote de la loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc, créée par la loi du 30 juin 1975, l'allocation adulte handicapé est destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources. D'un montant mensuel de 902,70 € et donc bien au-dessous du seuil de pauvreté, cette allocation est calculée en fonction des revenus du ménage. En tant que deuxième aide sociale en France, l'AAH garantit un revenu minimal aux personnes porteuses de handicap, quel que soit leur type. Ce mode de calcul actuel précarise les adultes en situation de handicap bénéficiant de l'AAH en rendant leurs allocataires financièrement dépendantes et dépendants de leur conjointe ou conjoint. Alors même que 2 personnes en situation de handicap sur 3 n'exercent pas d'emploi, la conjugaison de la dépendance financière à la dépendance physique accentue les risques de maltraitance et de violence conjugale. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies indique ainsi que 4 femmes en situation de handicap sur 5 déclarent avoir subi des violences au cours de leur vie. Or, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées établit que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. En vertu de cette loi, et pour construire une société plus solidaire, plus émancipatrice et plus respectueuse de la dignité des personnes, il est temps de lever cette injustice qui interdit aux bénéficiaires la sérénité de revenus pérennes garantis. Alors que les réformes successives des aides sociales poussent à la dépendance intrafamiliale, l'individualisation et l'inconditionnalité doivent être au cœur de la réponse même à la crise sociale. À Grenoble,
on estime que ce sont 28 000 personnes qui sont en situation de handicap et 4 700 bénéficiaires de l'AAH. À son échelle, la ville de Grenoble travaille à accélérer les transitions sans laisser personne au bord de la route, à construire une ville sans discrimination, une ville pour toutes et tous. Elle travaille également à améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles, en prenant en compte les enjeux d'accessibilité dans ces ERP, ces établissements recevant du public, à des projets de logement adaptés sur toutes les thématiques, en toute transversalité. Indiquez également qu'en Isère, 560 enfants en situation de handicap attendent une place dans les structures médico-sociales adaptées, malgré une notification de la Maison de l'Autonomie. Le manque de places en instituts spécialisés et d'accompagnement en milieu scolaire demeure un réel obstacle à leur droit à l'instruction, gratuitement accessible à tous les autres enfants, faute de moyens mis en œuvre par l'Agence régionale de santé. Dans l'école inclusive, le manque d'accompagnatrices et accompagnateurs est criant. Ainsi, considérant que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées établit que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Considérant que l'AAH créée par la loi du 30 juin 1975 est une allocation de solidarité destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources, considérant que le calcul proportionnel aux revenus de ménage précarise les adultes handicapés bénéficiant de l'AAH et par là même les foyers, considérant que le dit calcul rend dépendants financièrement les allocataires de l'AAH, enfin considérant que ajouter à la dépendance physique, la dépendance financière accentue les risques de maltraitance et de violence conjugale, le Conseil municipal de Grenoble demande au gouvernement français de soutenir la mesure d'individualisation de l'AAH et de proposer une date concrète pour le vote de la loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Oui, Monsieur Carignon. Oui, nous voterons ce vœu, mais nous pensons que la municipalité serait mieux armée pour appuyer ce type de revendication si elle n'était pas elle-même en position très délicate avec les associations de handicapés qui ont protesté récemment sur les retards que vous preniez dans un certain nombre de domaines. Vous savez, elles ont notamment indiqué qu'il y avait la suppression de 2 agents que vous financiez pour des actions de sensibilisation dans la commune et que vous avez décidé de financer depuis le 1er janvier parce que le financement passait par la métro. Alors moi, j'y reviendrai dans la délibération, parce qu'il y a une délibération sur les enfants et le handicap et les écoles plus loin, et nous proposerons un amendement sur ce sujet. Mais les associations jugent que vous prenez aussi du retard sur ces problématiques, en particulier en ce qui concerne les déplacements des handicapés, avec la suppression des feux piétons qui ont posé beaucoup de problèmes aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite, qui sont, vous savez, la suppression des feux de circulation, c'est la conséquence des reports de circulation dus aux autoroutes à vélo, et puis l'obligation légale de feux tricolores équipés de signaux sonores n'est pas appliquée à Grenoble. C'est seulement 25 des cas de feux tricolores qui sont sonores, et encore, parmi ces 25%, les associations disent que tous ne fonctionnent pas. Et puis, les handicapés, les personnes à mobilité réduite rencontrent la problématique de tous les piétons, mais plus grave encore pour eux, ce sont les vélos, les trottinettes, les scooters sur les trottoirs, sur les voies piétonnes, les vélos électriques qui sont un danger pour eux. Je veux dire, encore ce samedi, un coiffeur à Millas-Lorraine est sorti, m'a dit les clients ne peuvent plus sortir, je suis obligé de les accompagner à l'extérieur parce qu'il y a des scooters sans casque qui empruntent les trottoirs, et donc on imagine ce qu'il en est pour les handicapés. Et puis, il y a aussi ce qui est récurrent, c'est à propos des travaux mal signalés. Moi, je l'avais indiqué lors des travaux d'Agut-Samba, moi qui suis piéton, on m'avait répondu que je voyais mal les choses, mais les associations le disent.
et je vous fais remarquer que le Capharnaüm des travaux Notre-Dame-Sainte-Claire aujourd'hui, pour un piéton et pour une personne à mobilité réduite, c'est sacrément difficile. Il n'y a aucune considération pour eux. Dans le cas de la place Notre-Dame, par exemple, pourquoi avoir regroupé les engins de travaux sur la place alors qu'il y a un grand espace vide près du musée de l'évêché, et donc en regroupant tout sur la place, l'espace piéton qui est partagé entre les piétons, entre les cyclistes, les vélos, les trottinettes, etc., est très réduit, et imaginons ce qu'il en est pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, il y a également un sujet, une problématique que vous résolvez très mal avec les bailleurs sociaux, puisque la ville est présidente d'Actis, c'est la question du mauvais entretien des ascenseurs. Hein, il y a eu énormément de handicapés qui ont été bloqués plusieurs jours chez eux, ne pouvant pas sortir. Et là, les présidents d'Actis et de Grenoble Habitat portent une lourde responsabilité dans cette situation. Donc, tout à l'heure, on proposera un amendement pour essayer d'améliorer la situation à propos d'une autre délibération. Donc, nous approuvons tout à fait cette demande, mais nous voudrions que la ville redevienne, comme elle l'a été, exemplaire, pionnière. Je rappelle que c'est en 1987, avec le nouveau tramway, que Grenoble a inauguré le premier tramway au monde accessible aux handicapés. Il est donc possibilité de faire bien, de faire mieux, et je vous demande de vous y atteler. Nous enchaînons avec Monsieur Noblecourt. Oui, merci, monsieur le maire. Bon, l'heure est trop tardive pour le débat de fond que mériterait ce vœu, mais c'est un vœu qui propose un problème réel, une solution simple, mais inefficace par rapport au problème qu'il veut traiter, et donc nous nous abstiendrons. Je vais m'expliquer en quelques minutes très rapidement. Qu'est-ce qui caractérise la hache aujourd'hui dans notre pays? Et je le dis avec beaucoup de sérieux, il se trouve que j'ai piloté une concertation nationale avec l'ensemble des associations du secteur du handicap sur ce sujet, donc j'y ai passé quelques heures, et c'est une litote. La hache, c'est 1,1 million de ménages, 1,6 million de personnes bénéficiaires, pour un peu plus de 9 milliards de coûts pour la collectivité, c'est-à-dire à peine moins que le RSA. Je parle de chiffre 2019. On était à 11 milliards de dépenses de RSA dans la même période, avec un revenu de vie médian pour les allocataires de l'AAH qui est un peu supérieur à 1 200 € par mois, et un taux de pauvreté, donc de personnes vivant sous le seuil de pauvreté parmi les bénéficiaires de l'AAH, de 26%, puisque une grande partie d'entre eux sont allocataires d'aide, notamment au logement. En comparaison, le RSA, le revenu médian, c'est 760 €, donc c'est bien plus bas. Et c'est 76% de taux de pauvreté pour les allocataires du RSA. Pourquoi je dis cela? Pas pour créer une concurrence entre les minima, mais parce qu'il faut bien comprendre que ce qui doit d'abord nous préoccuper en tant que responsable public, c'est l'efficacité redistributive d'un minima social. Et il se trouve que ce n'est pas un hasard si notre système de protection sociale, qui n'a pas été si mal fait que cela, en dépit de ses contradictions et de ses failles, elles sont nombreuses, on pourrait y revenir une autre fois, mais ce n'est pas pour rien si notre système de protection sociale a prévu des prestations familialisées. Toutes les grandes prestations sociales sont familialisées, le RSA, les aides au logement, la prime d'activité, bien évidemment. Il se trouve que l'AAH est partiellement conjugalisée. On ne va pas entrer dans les détails techniques, mais en fait, c'est le plafond qui est conjugalisé, mais l'AAH est une prestation déjà largement individualisée. Elle n'est pas familialisée, contrairement à toutes les autres. Et en définitive, en effet, il y a une pente où l'allocation décroît lorsqu'il y a, en effet, des revenus du ménage qui ne justifient plus une aide supplémentaire de la collectivité. C'est un principe de base pour tout minima social de notre système de protection sociale, c'est que lorsqu'on a des charges qui sont plus faibles parce qu'on vit en famille, notamment parce qu'on est en couple, on va payer moins de charges de logement, on va payer moins de charges d'alimentation, etc. En effet, la solidarité nationale, à ce moment-là, devient moins efficiente. La caricature, c'est lorsque vous êtes à la AAH, et que vous avez un concubin ou un conjoint qui vit avec des revenus très élevés, c'est des situations qui existent. Qu'est-ce qui justifie le versement d'une solidarité, d'une prestation de solidarité nationale pour un ménage, qui est un ménage qui vit notoirement ensemble. Enfin, c'est pareil qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et donc, qu'est-ce qui justifierait de traiter d'une manière totalement différente les allocataires de l'AAH d'autres allocataires? En fait, ça pose la question de la nature de la prestation. Est-ce que l'AAH est une allocation qui ne doit que au handicap
et donc qui n'est que ce qui avait appelé à l'époque de la loi de 2005 la dette imprescriptible de la société. Il y a des très grandes lois, vous avez rappelé celle de 75, bien sûr, tout cela est vrai. Il y a eu des conquêtes permises par des mobilisations qui ont permis de l'avancée des droits pour les personnes en situation de handicap, mais pour avoir entendu ces associations à de très nombreuses reprises, ce qu'elles demandent, ça n'est pas de se retrouver confiné dans un petit halo totalement clos et fermé où il y aurait une aide individualisée qui serait forfaitaire et qui les condamnerait d'une manière définitive à ne vivre que de revenus de prestations sociales, puisque un grand nombre d'entre elles veulent travailler et qu'aujourd'hui, une des grandes difficultés, c'est l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap. Or, il se trouve, et là, je vais m'arrêter parce que ce serait un débat trop long, mais il se trouve que la prestation individualisée, elle pose des problèmes sur l'incitation au travail et surtout elle pose des problèmes sur l'autonomie et sur l'égalité entre les conjoints, par exemple, dans un couple, et notamment sur l'égalité femmes-hommes. Et je vous renvoie, par exemple, à un rapport célèbre sur les prestations sociales, qui est le rapport Bélorget, qui n'est pas un rapport réactionnaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rapport Bélorget explique très bien pourquoi l'individualisation, pour ce qui concerne par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes, on a tendance à penser qu'individualiser, c'est protéger la femme d'un revenu minimum pour elle. En réalité, et c'est largement démontré dans le rapport, donc je vous invite à le lire, c'est une incitation très forte pour les femmes, notamment les moins qualifiées, à se retirer définitivement du marché du travail. Et ça crée des situations d'inégalité dans le ménage qui sont inscrites dans le marbre puisqu'il n'y a plus de possibilité d'en sortir. Donc la situation est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, les grandes associations du secteur du handicap ne s'en cache pas, l'individualisation est accompagnée de beaucoup d'autres revendications qui d'ailleurs permettraient de minorer très largement cela. Donc nous avons un système qui est redistributif parce qu'il est familialisé. Moi je ne souhaite pas un système individualisé pour tous où finalement ça reviendrait en effet à créer une concurrence entre les prestations sociales en fonction de ce que sont les personnes et leur situation initiale. Les prestations doivent continuer à avoir une visée redistributive et donc tenir compte de la situation réelle de vie des personnes. C'est un enjeu absolument majeur, sinon on est dans une société de statut et pas dans une société d'accompagnement social. Et cette société de statut, c'est elle qui aggrave les inégalités. Donc aujourd'hui, le vœu que vous présentez pointe une difficulté sur laquelle que chacun connaît, c'est que lorsqu'on se met en ménage, on peut avoir des impacts, mais qu'on soit en situation de handicap ou pas, sur les prestations sociales qu'on touche, notamment quand on se met en ménage avec quelqu'un qui a des revenus importants. Voilà, supérieur. Mais encore une fois, rien ne justifie aujourd'hui dans la situation sociale des personnes allocataires de l'AAH, qui sont dans une situation bien moins dégradée que d'autres minima sociaux. Je pourrais vous donner la description de tous les autres si vous le souhaitez en dehors de la séance de ce conseil. Rien ne justifie aujourd'hui qu'on porte une logique d'individualisation qui est bien moins positive que ce qu'on veut bien en croire en première analyse. Et encore une fois là-dessus, le débat est riche et complexe, il mérite mieux qu'un vœu qui, à mon avis, apporte une mauvaise réponse à une difficulté qui est bien réelle, qui est celle, en fait, de l'étiage et du moment où on sent comme une injustice le fait que son revenu baisse parce qu'on s'installe dans une vie de couple, par exemple. Et en effet, il y a des facteurs de transition qui peuvent être largement améliorés, mais qui nécessitent des réformes d'ensemble et globales et pas une réponse parcellaire comme celle que vous proposez là, qui viserait uniquement à répondre, toujours en augmentant la dépense publique et en baissant l'efficacité redistributive des minima sociaux, à répondre par une mesure catégorielle. Une mesure plus juste serait une refonte d'ensemble de notre système de minima sociaux, mais c'est un autre débat. Voilà, monsieur le maire, ce qui expliquera notre abstention sur ce vœu. Entendu. Madame Chalas a demandé la parole. Oui, merci. Alors, comme Olivier Noblecourt a très bien expliqué pourquoi je voterai contre ce vœu, puisque pour les mêmes raisons qu'il a exposées, je voulais du coup m'adresser aux Grenoblois pour leur expliquer à quel point il est important de prendre le temps de bien comprendre les enjeux d'un sujet et qu'une réponse un peu populiste, rapide, qui manque de maîtrise du fond du sujet, eh bien, peut emporter finalement une fausse bonne idée, peut emporter être une fausse bonne idée. Et je crois que c'est important de bien comprendre parce que c'est typiquement ça qu'on est en train de vivre là à travers ce vœu. Et quand on lit ce vœu, de prime abord, quand on ne connaît pas le sujet, on se dit bah ça paraît évident, c'est dégueulasse, pourquoi est-ce qu'on ne leur laisse pas? Voilà. Et toute la complexité de la prise en charge des aides sociales et des équilibres et de la stratégie globale de la France dans l'accompagnement social, Olivier Noblecourt l'a très bien résumé. Et on voit bien tout l'enjeu de prendre le temps de vous expliquer, Grenobloises, Grenoblois, ce qui se passe vraiment dans ces grands équilibres. Il n'y a jamais de réponse simple. Si les réponses étaient aussi simples et évidentes,
croyez-moi, les gouvernements, et ceux avant le nôtre actuellement, auraient déjà pris un certain nombre de décisions. Donc il ne faut jamais croire aux situations simplistes, aux réponses simplistes à un problème ou une difficulté qui est beaucoup plus compliqué que ce que l'on veut faire croire. Merci. Et y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, Madame Roche. Oui, très rapidement pour dire que je voterai effectivement contre et pour les mêmes raisons que vient d'expliquer Émilie Chalas et Monsieur Noblecourt qui a parfaitement expliqué la situation. Merci. Merci. Monsieur Benredjeb. Non, j'ai rien à dire. Ok, d'accord. Merci. Eh ben, je crois que nous pouvons passer au vote de ce vœu. Donc, Monsieur Carignan pour SCDDC. Oui, Oui, vous votez pour? oui, D'accord. Monsieur Benredjeb. Pour. Monsieur Noblecourt, donc, abstention. Oui, nous regrettons que vous votiez un vœu qui fragilise le caractère redistributif d'un minima social dans votre conception. Monsieur Carroz pour GEC. pour, Madame Roche. Contre. Et Madame Chalas pour NR. Évidemment, contre. Contre. Très bien. Ce vœu est donc adopté.